Bonjour Pascal. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Bien, et toi? Ben, merci, bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler et Et je de se suis content de voir, t'avoir et se voir. et Oui. de se voir en vrai à travers Zoom. Bon, on va pour l'interview, on va se dire tu, hein, parce que d'une part on se connaît, on va pas faire semblant, Voilà, comme et, d'habitude. et c'est parce qu'on se connaît que j'ai eu aussi envie d'avoir des informations sur ton travail et sur ce que tu as fait. J'aimerais que tu te présentes très rapidement pour dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis un ex-chef d'entreprise euh, qui est passé dans les 20 dernières années par une phase de conseil. J'ai rejoint l'université en 2015 où j'ai refait un master puis un doctorat et je suis maintenant chercheur dans le laboratoire de l'IAE de Nantes qui s'appelle le LEMNA et ma recherche porte sur tout ce qui est la valorisation extra-financière des entreprises. C'est ce que tu appelles le CI, le capital immatériel. Alors, effectivement, il y a comme toujours plusieurs façons de dire la même chose. En fait, ce que l'on sait depuis très longtemps, c'est qu'il y a un écart absolument énorme entre la valeur de l'entreprise telle qu'elle ressort des livres comptables, du bilan, grosso Oh, modo, et la oui, valeur des transactions ou la valeur des cotations boursières. Donc, d'accord. pendant très longtemps, on a appelé ça d'un terme générique le goodwill, hein, qui était donc la somme, qui était la différence entre ce qui était dans les comptes et ce que les gens acceptaient de payer à l'occasion d'une transaction. D'accord. Alors, il se trouve que notre économie, qui était il n'y a pas très longtemps encore une économie essentiellement industrielle, la différence entre ce qu'il y avait dans le livre et la valeur était relativement faible, peut-être 20 ou 30. Maintenant, avec une économie qui devient fortement dématérialisée, qui est beaucoup plus sur les services, qui est beaucoup plus capable euh, de se développer rapidement, on remarque qu'il y a des valeurs. Alors, quand je dis valeurs, je parle de valeurs boursières, hein, qui atteignent des chiffres monstrueux, alors qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les sous-jacents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a rien de matériel qui vient justifier cette valeur. Je te prends des exemples, hein, Facebook, même s'il y a quelques serveurs, mais la valeur des serveurs de Facebook est ridicule par rapport à sa cotation boursière. Donc, on a essayé de se dire, mais ça serait intéressant de savoir comment est constituée cette espèce de boîte noire là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on a dit que c'était un capital qui est immatériel, que certains appellent aussi un capital intangible. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse la différence entre les deux? Parce que je voudrais bien, oui, je voudrais bien entendre ce qui est, parce que je trouve ça très très intéressant de s'intéresser à justement ce qui est immatériel plutôt que ce qui est juste matériel, parce qu'il y a énormément de valeur ajoutée et c'est intéressant que tu en parles, oui. Voilà, alors bon, la valeur ajoutée est encore une autre notion, on en reviendra peut-être dessus si tu veux plus tard, mais effectivement, si tu prends un bilan d'entreprise classique, tu vois dans les immobilisations qu'il y a des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Alors, le corporel, on comprend bien ce que c'est, hein, c'est des immeubles, c'est des machines, c'est tout ce qui est physique. Et puis, incorporel, ça peut être des choses qui n'ont pas effectivement de consistance physique. Mais la comptabilité est basée sur un certain nombre de principes et un des principes, c'est que on doit pouvoir avoir la certitude, le traçage de tout ce qui est écrit en comptabilité. Oui, Et donc, par exemple, si tu prends quelque chose d'aussi étonnant que le capital marque, hein, tout le monde sait que une marque, ça a de la valeur. Voilà. Mais dans la comptabilité, si tu achètes une entreprise et que donc ou tu achètes même plutôt directement un nom de marque, tu l'achètes, comme il y a une facture, tu peux la mettre dans ta comptabilité. oui, Par contre, si tu es une entreprise et que tu crées ta marque au fil du temps,
et que par exemple tu t'appelles Coca-Cola ou Édouard Leclerc ou tout ce que tu voudras, cette valeur que tu as créée n'apparaît pas dans la comptabilité puisqu'il n'y a pas de document comptable qui vienne justifier de cette valeur. Donc, en fait, on a dans la comptabilité, c'est pour ça qu'on a un écart énorme entre ce qui est dans la comptabilité et ce qui est dans la réalité. Oui. Alors après, la difficulté consiste à se poser la question de savoir quels sont les différents éléments qui constituent ou qui peuvent constituer ce capital immatériel. Mais quel est le but réel? Alors, le but, au début, je dirais, au début, les gens voulaient justement comprendre ça de façon à rapprocher les positions des acheteurs et des vendeurs. Tu peux bien imaginer que quand tu as quelqu'un qui dit mon entreprise vaut 10 et l'autre qui dit mon entreprise vaut 25 ou 30, puisque c'est à peu près ça hein, l'écart qu'on peut avoir, si tu ne peux pas expliquer la différence entre le 10 et le 30, les gens ne se comprennent pas et n'acceptent pas. Si par contre tu dis la différence entre le 10 et le 30 est constituée par, alors je vais te citer certaines des dimensions du capital immatériel, j'ai commencé par le capital marque, mais tu as le capital client, tu as le capital humain, tu as le capital, tu as le capital naturel, tu as une dizaine de capitaux qui constituent l'ensemble du capital immatériel. Et donc, expliquer pour chacun de ces capitaux, arriver à leur donner une valeur, va être un moyen pour les gens qui veulent faire une transaction de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est ce qui était à l'origine de la recherche sur la valorisation du capital immatériel. Mais en fait, moi, dans ma recherche, ma façon d'utiliser le capital immatériel est très différente. Moi, je dis que bien connaître son capital immatériel, ça veut dire bien connaître son entreprise. Et bien connaître son entreprise, ça veut dire avoir des outils de gestion qui vont me permettre de mesurer l'impact des décisions de stratégie que je vais prendre. Donc en Oui. fait, je pars d'une situation aujourd'hui, je calcule un capital immatériel et pour moi d'ailleurs, ça peut être une note, ça n'a pas besoin d'être une valeur. Cette note, elle existe, puis je prends des décisions stratégiques et je mesure au bout d'un certain temps avec les mêmes outils et j'obtiens une note qui est différente. Et donc, je suis capable de voir si cette note, elle va dans le sens d'une meilleure note ou d'une moins bonne note. C'est-à-dire, est-ce qu'on a créé de la valeur ou est-ce qu'on a détruit de la valeur? Et donc, moi, je dis que le capital immatériel, c'est avant tout un outil de gestion stratégique. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une analogie, par exemple, ce qui est capital immatériel, sur le plan de la culture ou sur le plan, on va rester sur le plan de la culture picturale, par exemple, de la peinture. Une peinture est faite d'un tableau, de peinture et de pinceau. Et en fait, il y a une création qui se fait sur une toile. Et en fonction de la marque, c'est-à-dire la notoriété, le tableau va valoir 10 euros ou 1 million d'euros. Mais tu as parfaitement raison, c'est exactement ça. Dans la comptabilité, tu vas voir l'achat de la toile, l'achat de la peinture. Éventuellement, tu pourrais même voir le temps passé du peintre calculé à un salaire moyen. Mais tout d'un coup, cette peinture qui en fait matériellement ne vaut pas grand-chose, tout d'un coup, tu la mets aux enchères chez Sotheby et ça vaut 100 millions d'euros. Et là, la différence, c'est le capital immatériel, c'est la marque, c'est la réputation, c'est tout ce que tu voudras. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé avant, enfin me semble-t-il, à ce capital immatériel? Alors, on s'y est pas intéressé, je commençais à te le dire tout à l'heure, mais c'est bien que tu y reviennes, parce qu'avant, on était dans une période industrielle, c'est-à-dire que le gros des investissements, c'était des terrains, des usines et des machines. Oui. Et ça représentait des sommes assez conséquentes. Et je dirais même qu'à l'époque, je dirais pas qu'on payait pas beaucoup les gens. Si, d'ailleurs, en fait, on les payait pas beaucoup. Mais voilà, l'essentiel de la valeur, c'était quelque chose
que l'on pouvait revendre. Or, un des buts de la comptabilité, c'est de dire quelle est la valeur résiduelle de l'entreprise une fois qu'on a payé tous les débiteurs. Et c'est ce qui reviendra aux actionnaires comme étant la valeur résiduelle si demain ils veulent arrêter l'entreprise. Et c'était aussi utilisé par le système bancaire, par exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles le système bancaire maintenant a des problèmes pour établir des prêts, c'est que si une banque doit prêter de l'argent à quelqu'un qui va acheter un camion pour aller faire des livraisons, le camion, il a une valeur que tu vas amortir dans le temps, mais si l'entreprise, pour une raison ou pour une autre, est défaillante, le camion existe, on peut le revendre et récupérer une partie ou la totalité de la valeur résiduelle. Aujourd'hui, la plus grande partie de la création de richesse, c'est dans des algorithmes informatiques, c'est sur des choses que tu ne peux pas revendre. Donc, tu ne peux pas les mettre dans la comptabilité. Tout ce que tu ne peux pas revendre, tu ne peux pas le mettre dans ta comptabilité. Ce que tu dis là, j'étais en train de penser justement à, par exemple, un restaurant. Oui. Un restaurant qui prépare des plats de cuisine traditionnelle, qui fait de la bonne cuisine, mais qui apporte dans son restaurant une très bonne ambiance, un très bon accueil. Ça veut dire que quand il va revendre son restaurant, si c'est repris par quelqu'un qui n'a pas le sens du commerce, qui n'est pas accueillant, la cuisine reste la même, le restaurant est le même, mais pourtant la valeur du restaurant va péricliter. Alors, effectivement, là, tu parles de quelque chose qu'on appelle, c'est contenu dans la valeur humaine, la valeur ou la valeur manager, la valeur aussi de l'organisation. Tu as dans les différents capitaux que je t'ai cité le capital humain, je ne t'ai pas cité le capital organisationnel. Et le capital organisationnel, c'est le fait de savoir si ton entreprise est plus ou moins agile, par exemple, si elle est plus ou moins efficiente. Et dans ton cas de restaurant, c'est ça. Tu vas avoir les mêmes murs, tu vas avoir peut-être même les mêmes salariés, mais tu n'auras pas le même contact avec la clientèle et donc ça va se traduire par une désaffection du restaurant. Donc tu vas diminuer ton capital client, qui est en fait un capital immatériel. Bien sûr. Et au bout d'un certain temps, tu vas faire faillite parce que tu n'auras plus de clients. Et tu l'auras très bien mesuré en mesurant ton capital client. Toutes les entreprises, enfin toutes les actions de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, ont une part importante de capital immatériel. Ce capital immatériel, est-ce qu'il rentre maintenant dans des livres comptables? Alors, il n'est pas. Alors, il y a des situations qui sont différentes, d'abord suivant les pays et ensuite suivant les tailles d'entreprise. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, depuis déjà un certain temps, pour les grandes entreprises, il y a des obligations de faire ce qu'on appelle des rapports extra-financiers. Oui. Alors, ces rapports extra-financiers, malheureusement, ils ne sont pas normalisés. Il y a des recommandations, il y a des choses dont on doit parler, mais on ne dit pas dans quelle forme il faut le faire. On ne dit pas, c'est pas vraiment totalement obligatoire, ce qui fait que les rapports sont très disparates et sont incomparables entre eux. Alors, il y a une notion qui est très importante et qui différencie d'ailleurs la comptabilité de la finance. Dans la comptabilité, on prend des choses et on les mesure avec un outil qui est un outil précis, qui est des euros pour nous et des dollars pour d'autres. Dans la finance, en fait, on compare des valeurs, c'est-à-dire que on regarde si l'argent qui est nécessaire pour faire fonctionner cette entreprise, est-ce qu'il ne serait pas mieux utilisé ailleurs ou par quelqu'un d'autre? Et donc, on change la valeur de l'entreprise, non pas en fonction de ce qu'elle a dans ses comptes, mais en fonction de la rentabilité qu'elle propose. D'accord. Donc, tu vois, c'est assez difficile. Et alors, mais on a un outil commun, qui n'est pas tout à fait commun, parce que les anglo-saxons ont une forme de comptabilité et nous, on en a une autre. Mais on a des outils de comptabilité qui, elles, nous donnent certaines choses qui sont communes.
Oui. Par contre, sur l'extra-financier, même si ça existe, même si ça fait partie des obligations pour les entreprises d'une certaine taille, les rapports sont très disparates. Il y a maintenant, ceci étant dit, une volonté de normaliser, dans la mesure du possible, la façon dont les rapports extra-financiers sont générés. Et il y a d'ailleurs à ce sujet une différence assez marquée entre les méthodes américaines, je vais dire, hein, anglo-saxonnes, ce qu'on appelle les IFRS, et ce que souhaite l'Europe. Et il y a en ce moment, et je suis ça très attentivement, il y a une task force qui a été mise en place au niveau de la Commission européenne pour préparer des recommandations pour faire une normalisation sur la communication extra-financière. Sur tout ce qui est immatériel, c'est ça? Ah, c'est là où malheureusement on vit dans un monde qui est un monde politique. La politique est obligée de faire un équilibre entre ce qui serait souhaitable, c'est-à-dire la plus grande transparence sur ce qu'est la réalité de la création de valeur d'une entreprise et la richesse d'une entreprise, et ce que les entreprises acceptent de communiquer. Tu le sais certainement, les entreprises, elles sont plus ou moins performantes en fonction de ce qu'on appelle des avantages concurrentiels, c'est-à-dire qu'elles font des choses mieux, plus vite, moins cher que d'autres. Et Oui. chaque fois que tu communiques sur les chiffres de ton entreprise, en fait, tu dévoiles une partie de ton avantage concurrentiel. Donc, en fait, les entreprises ne souhaitent pas ou souhaitent minimiser les informations qui vont être révélées au public. Donc voilà, c'est un peu difficile de trouver un équilibre entre ce qui serait souhaitable, qui serait une transparence totale et qui servirait d'ailleurs à tout le monde, et ce qui est acceptable pour les entreprises au titre de la protection de leur entreprise. Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y aurait une obligation dans quelque temps de prendre en compte ce capital immatériel, ce qui serait, je dirais, sur le plan de l'humanité, quelque chose d'assez bon? Alors, effectivement, il y a une partie du capital immatériel qui sera pris en compte, mais, et par exemple, le capital naturel, tu fais bien d'en parler parce que on est dans une période où on se rend compte qu'on a fonctionné pendant, en tout cas, les 2 ou 3 derniers siècles, en considérant que tout ce qui était un produit donné par la nature était gratuit. Donc, on s'est servi du pétrole, du poisson, de tout ça, on considérait que c'était une ressource gratuite. Tu ne vois pas, quand un pêcheur remonte son filet, il ne paye pas à qui que ce soit, quoi que ce soit pour le poisson qu'il a pêché, qu'il n'a pourtant pas créé lui-même, à la différence de quelqu'un qui fait de la pisciculture. Donc, on a fonctionné sur le fait que la Terre nous produisait des denrées en abondance. Et il se trouve que cette abondance, elle n'est plus la même, et que si on devait continuer à utiliser la Terre de la même façon, on arriverait à épuiser ses ressources. Alors, c'est le problème qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'entreprise soutenable. Mais quand on parle d'entreprise soutenable, et tu vas voir que là, la chose se complique encore, il y a plusieurs façons de dire soutenable. Il y a ce qu'on appelle la soutenabilité faible et ensuite il y a ce qu'on appelle la soutenabilité forte. La différence entre les deux, c'est que la soutenabilité faible, tu dis, si j'ai consommé une richesse ou si j'ai abîmé une richesse, je vais réparer cette richesse au prix coûtant de la réparation. Oui. Mais en faisant ça, tu oublies que tu as privé les gens d'une jouissance pendant un certain temps. Imagine que tu brûles une forêt. Tu brûles une forêt et tu dis, ben, c'est pas grave, je vais en replanter une. D'accord. Sauf que pendant les 30 ou 40 ou 50 ans que la forêt repousse, les gens vont pas pouvoir aller se promener dans la forêt. Tout à Et tu fait. vas me dire, ben, c'est pas grave ça. Ben oui, mais je vais te dire, si les gens ne vont pas se promener dans la forêt,
Les gens ne vont pas aller dans les hôtels qui sont au bord de la forêt et qui permettent aux gens d'aller se promener dans la forêt. Ils vont pas manger dans les restaurants du village. Ils vont pas se transporter. Ils vont pas. Donc toute l'économie qui est liée à ça va disparaître pendant un certain temps. Et C'est qui ça. paye ça? Donc en fait, là, on passe à la soutenabilité forte, qui peut même aller encore plus loin, puisque tu peux, dans la soutenabilité forte, considérer que tu fais un préjudice moral et que ton entreprise doit payer un préjudice moral. Donc tu vois que la soutenabilité, c'est aussi quelque chose qui va être extrêmement difficile de normaliser parce qu'effectivement, les entreprises n'auront pas intérêt à aller vers une soutenabilité forte, alors que la société, elle, aurait intérêt à ce qu'on le fasse. Et quelles seraient les autres utilités de connaître ou de faire connaître son capital immatériel? Alors, je pense que la véritable utilité, elle est pour l'entreprise en interne, c'est-à-dire vraiment savoir comment elle fonctionne et éventuellement repérer là où elle dysfonctionne. Quand tu fais, par exemple, alors tu vas me dire, quand je parle du capital humain, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on a le droit de parler de capital ou d'actifs humains comme si l'entreprise était propriétaire de ses salariés? Évidemment, l'entreprise n'est pas propriétaire de ses salariés. Mais et le mais est d'importance, il y a un contrat entre le salarié et l'entreprise. Et donc, en fait, il y a un droit d'usage de la force de travail. Et donc, cette force de travail, elle constitue une richesse que l'on peut calculer. Généralement, on le fait en faisant des enquêtes auprès des managers et des salariés. Et on peut se rendre compte de savoir, à cette occasion, savoir si l'ambiance est bonne, si, enfin, il y a tout un tas de critères aussi. Est-ce que les gens sont contents de vivre, de travailler dans cette entreprise? Est-ce qu'ils portent les couleurs de l'entreprise? Et tous ces éléments, en fait, que tu vas essayer de mesurer pour calculer ton capital humain, vont t'obliger à te poser la question de savoir, mais comment ça se passe vraiment dans mon entreprise? Est-ce que les gens sont vraiment satisfaits? Est-ce que je fais bien la formation? Est-ce que j'en fais assez? Comment est-ce que c'est perçu? Et tu peux aller comme ça pour te dire quelles sont mes relations avec mes autres partenaires, avec mes fournisseurs. Tu peux aller très loin. Et donc, en fait, tu vas apprendre à comprendre comment réellement ton entreprise fonctionne. Ça, c'est pour l'interne, mais pour Et pour l'externe. l'interne, ben, pour l'externe, ça dépend de la volonté que tu as de communiquer. Si tu as envie, regarde, tu as des entreprises. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est ce qu'on appelle d'un terme général le greenwashing, c'est-à-dire que on essaye de faire croire que les choses sont belles et écologiques, alors qu'en le fait, elles ne le sont pas tellement. Et donc, mais euh, tu peux avoir l'envie, par exemple, ou même le besoin d'attirer des nouveaux talents. Pour attirer des talents, aujourd'hui, les jeunes ne vont pas aller travailler ou de façon moins volontaire dans des entreprises qui ont une mauvaise réputation, qui traitent mal leurs salariés. Et donc, par exemple, il y a un petit groupe qui fait une valorisation qui s'appelle Great Place to Live, to Work. Oui. Ben les entreprises sont obligées de communiquer des informations sur la qualité de vie au travail parce qu'ils ont besoin de recruter. Les Oui. entreprises, si elles ne recrutent pas, demain, elles n'existent plus. Hein. Mais il y aurait tout intérêt pour une entreprise à valoriser son capital immatériel, ne serait-ce que pour l'image de marque et l'image qu'elle donne à l'extérieur, non? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est évident que l'entreprise a intérêt à calculer son capital immatériel, son intérêt même financier. Hein. Sauf que les entreprises, non seulement n'ont pas l'habitude, mais ne savent pas comment faire. Oui. Il n'y a pas, pour l'instant, ça n'est pas enseigné dans les études, dans les écoles de commerce. C'est très peu enseigné. On commence. Je dois faire une intervention au mois d'avril dans une école de commerce où je vais passer 3 jours à expliquer à des étudiants ce que c'est que le capital immatériel. Il n'y a pas un bouquin qui a été écrit là-dessus. Enfin, si, il y en a un. Il y en a 2 ou 3 même. Mais en fait, il y a des bouquins qui écrivent partiellement. Il y a des méthodes différentes par pays. Et tout ça, ça reste encore, c'est très nouveau. Donc les entreprises, elles se disent, c'est pas obligatoire, ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent, et ils ne vont pas réaliser que en fait, ça va leur rapporter plus que ce que ça ne peut leur coûter.
je te prends un exemple que tu trouveras peut-être plus familier, qui est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un truc dont on parle depuis une trentaine d'années maintenant quand même. Et tu as peut-être vu que les entreprises au départ étaient assez réticentes parce qu'ils se sont dit, si je vais vers la RSE, ça va augmenter mes coûts. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens, que en fait, si une entreprise se comporte de façon responsable dans l'ensemble de ses activités, elle est plus rentable qu'une entreprise qui ne le fait pas. Et ça n'incite pas les autres à le faire, ça. Alors, si, maintenant que ça commence à être su et connu, on voit de plus en plus d'entreprises qui souhaitent effectivement avoir une démarche RSE. Et d'ailleurs, alors tu la vois en finance, on appelle ça ESG, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que on dit aux investisseurs qu'ils vont financer des entreprises dans lesquelles on va éviter certains types d'investissements. Par exemple, on n'investira pas dans les énergies carbonées, on n'investira pas dans l'armement, ou on n'investira pas dans un certain nombre de secteurs qui sont considérés comme ne faisant pas partie des critères RSE ou ESG. Est-ce que tu peux donner un ou plusieurs exemples de sociétés qui pratiquent le calcul de leur capital immatériel? Alors, tu en as qui défrayent la chronique, comme Danone. Tu as des entreprises très, très, très cotées, qui, eux, avaient des obligations déjà au départ de communication extra-financière et qui sont allés plus loin que leurs simples obligations et qui ont calculé leur capital immatériel. Et alors, tu posais tout à l'heure la question de savoir comment est-ce que ça peut se concrétiser de façon, par exemple, comptable. Alors, il y a en France en particulier une méthodologie qui s'appelle la méthode CARE, TDL, donc pour Triple Depreciation Line, où en fait on fait un bilan exactement sous la même forme qu'un bilan classique, mais en fait on accole 3 bilans différents. Il y a un bilan financier, un bilan humain et un bilan naturel. D'accord. Alors pour l'instant, c'est expérimental. Ça a été testé par, je peux dire, une vingtaine d'entreprises. Voilà, ça, et c'est une des solutions. Je la trouve très intéressante parce qu'effectivement, elle est basée sur une soutenabilité forte, elle est basée justement aussi sur le fait que l'actionnaire n'est pas propriétaire de la totalité des actifs qui sont dans son entreprise. Enfin, il y a tout un tas de concepts qui sont plutôt novateurs et qui se démarquent, je dirais, de la finance traditionnelle. Alors, tu sais, il y a pas très longtemps, la définition de l'entreprise, ou l'objectif de l'entreprise, c'était d'assurer la meilleure rentabilité possible à ses actionnaires. Point. D'accord. Bon, aujourd'hui, on parle aussi quand même de sa responsabilité. On a fait en France une loi qui s'appelle la loi Pacte, dans laquelle on a défini ce que c'est qu'une entreprise à mission. Donc, tu vois, on essaie de sortir d'une vision purement libérale, économique libérale dure, à une vision plus sociétale de ce qu'est une entreprise. Est-ce que ça se passait avant dans d'autres pays de la communauté européenne ou d'ailleurs, Alors, cet intérêt pour le capital immatériel? la recherche existe un peu dans tous les pays avancés. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits par des pays d'Europe du Nord. Bon, c'est plutôt européen comme démarche, hein. Mais depuis longtemps? Pardon? Depuis longtemps? Oh, on commence à avoir des choses dans les années 70-80. Bah, ça a pas beaucoup fonctionné entre les années 70-80 jusqu'à maintenant, alors. Ah non, mais il y a des choses dont on n'entend parler que 50 ans après, hein. Oui. Tu sais, il y a un monde entre la recherche et l'activité quotidienne.
Alors même si sur certains domaines, on passe très rapidement. Alors dans le domaine de la technique, c'est très différent. Dans le domaine de la technique, s'il y a une nouvelle invention avec un nouveau type d'écran pliable, tu vas le voir, il va passer de l'état de la recherche à l'état du marché en quelques années. Dans le domaine un peu plus compliqués comme les domaines de la société, etc., les choses vont beaucoup plus lentement. J'aimerais te poser une question par rapport à notre situation actuelle, par rapport à ce Covid et toute la crise économique que ça a engendré, les boutiques qui sont fermées, le travail, des petits boulots qui ont été supprimés. J'aimerais savoir comment s'inscrit ton travail et ta recherche dans une crise qui est en train de naître et qui va certainement croître d'ici le printemps. Alors, je pourrais te répondre de deux façons. Je pourrais te dire qu'en théorie, tous les modèles que l'on fait sont supposés s'adapter à toutes les crises et être qu'il soit possible ensuite d'appliquer quand même le même modèle. Mais c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, dans les modèles économiques, on calcule sur des cycles relativement longs et avec des impacts qui sont souvent des impacts mineurs. Or, une crise comme celle du Covid était un impact majeur dont on ne sait pas encore quelles seront véritablement les retombées et les conséquences. Parce que les conséquences vont aller bien au-delà de l'économie. Les questions qui ont été posées par cette pandémie sont principalement des questions de gouvernance et de gouvernance internationale. On s'est rendu compte tout d'un coup que la mondialisation s'était faite de telle façon que certains types de production, certaines ressources, toutes provenaient d'un même pays ou d'un groupe de pays. Et donc, on avait une forme de dépendance et on était confiant sur le fait que la globalisation était suffisamment forte pour que le flux des données, des denrées, pardon, ne s'arrête pas. Maintenant, on se rend compte que ça pourrait très bien s'arrêter. Soit parce que matériellement, on pourrait être obligé d'arrêter les échanges pour éviter d'échanger, par exemple, des virus, soit parce que politiquement, le risque de dépendance devient trop grand. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est impossible à modéliser. Mais le capital immatériel, dans des crises comme ça, quelle place il peut avoir? Alors, il est le même chez nous et chez les autres. Ça n'a pas d'impact. Toutes les entreprises, en fait, fonctionnent de la même façon. Et elles ne le savent pas, mais elles ont toutes un capital immatériel qu'elles auraient intérêt à connaître, mais elles ne le connaissent pas. Oui. Et le fait de le connaître ne changera pas la réalité des échanges avec des pays extérieurs ou prendre des décisions d'interdiction d'importation de certaines choses ou d'exportation de certaines autres. Je vais te prendre un autre parallèle parce que avant de faire cette recherche-là, je m'intéressais et j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le commerce international et j'ai aussi donné quelques cours sur le sujet. Et je posais la question aux étudiants de savoir, à votre avis, quelle est la chose qui impacte le plus le commerce international? La réponse que j'ai eue en général, c'est Organisation mondiale du commerce. Eh ben non. Ce qui impacte vraiment les échanges internationaux, c'est l'ONU. Oui, alors tu me diras que l'OMC oui. dépend plus ou moins de l'ONU. Mais en fait, si tu interdis, alors ça peut être l'ONU ou ça peut être certains grands pays comme les États-Unis. Si tu interdis tout d'un coup du jour au lendemain les échanges en dollars avec l'Iran, tu bloques toute une partie de l'économie mondiale. Alors que si tu as un litige que tu portes devant l'OMC pour un produit, une importation, un tarif, etc., en règle générale, le litige reste ouvert pendant une vingtaine d'années. Donc tu vois qu'on a le temps de trouver des solutions en 20 ans. Tout à fait. Donc voilà, et ben, le capital immatériel, c'est un petit peu la même chose.
c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, mais que personne ne prend en compte pour l'instant. Est-ce que la crise dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous allons certainement être, hélas, euh, permettra de développer un peu plus l'approche du capital immatériel? Je suis bien en peine de te le dire parce qu'en fait, si les gens, si les chefs d'entreprise avaient une vision à long terme, oui, et ils chercheraient à développer ce capital immatériel parce que ça leur permettrait d'avoir un outil de gestion stratégique plus performant et donc de se défendre mieux sur les marchés. Mais dans le même temps, en situation de crise, ils vont cruellement manquer de cash. Or, quand tu veux commencer par calculer ton capital immatériel, il faut commencer par dépenser de l'argent pour calculer, pour faire ce calcul. Ça ne se calcule pas comme ça. D'accord. Et donc, pour l'instant, je pense qu'il y a des entreprises qui vont quand même, il y en a, hein, heureusement, qui font le pas et qui se disent, il faut utiliser tous les moyens pour en fait être plus efficace dans notre gestion. Et puis, il y en a qui vont te dire, mon bon monsieur, mon problème, c'est de répayer les salaires à la fin du mois. Et les deux sont à entendre avec. C'est vrai, il faut d'abord payer les salaires. Hein. C'est sûr. J'ai deux Surtout, questions. Oui, oui. vas-y, je t'en prie. Non, mais il faut payer les salaires, surtout si tu es salarié. J'ai deux questions à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû te poser? Il y a tellement de questions qu'on peut poser sur ce sujet qu'il y en a certainement que tu ne m'as pas posé. Alors ça, c'est Euh, sûr. il y en a une quand même que je vais me poser donc à moi-même. C'est comment est-ce qu'on fait pour passer ce qui est d'une notation, donc qui est de donner des notes qui, je dirais, vont de 1 à 20, à une valorisation en euros, et que cette méthode soit aussi transparente que possible. Et en fait, il y a des solutions, mais les solutions, pour l'instant, elles sont encore trop basées sur le financier existant. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à utiliser comme proxy pour valoriser des chiffres qui proviennent eux-mêmes de la comptabilité. Et je pense qu'il faudrait arriver à s'éloigner de ça. Ça, c'est une première question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est est-ce que tu penses que c'est possible de s'éloigner de la comptabilité? Je vais te répondre oui, c'est possible. À condition que on ait un regard différent sur la façon de gérer les entreprises et donc en fait en s'appuyant sur des travaux qui ont été menés par Elinor Ostrom, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel pour ça, qui sont des travaux sur les communs, toutes les choses qui sont des ressources partagées. Et donc, en fait, au lieu de calculer avec des prix, on pourrait calculer avec des stocks. Est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on diminue le stock? Et est-ce que donc, du coup, est-ce que c'est soutenable à terme? Et c'est donc plus avec des chiffres de cet ordre qu'on pourrait avoir une véritable valorisation. Cet entretien va être diffusé sur le journal Presse Évasion et un petit peu partout sur la toile. Si un jeune entrepreneur avait des questions à te poser par rapport au capital immatériel, qu'est-ce que tu lui répondrais à la question comment faire pour valoriser mon capital immatériel en tant que jeune entrepreneur? Alors, je lui dirais de se rapprocher d'entreprises dont c'est le métier. En France, alors déjà, il y a un observatoire de l'immatériel qui existe, hein, qui est un observatoire qui est piloté plutôt par des instances gouvernementales. Il y a aussi un think tank qui s'appelle Cap Immatériel. Et puis après, il y a un certain nombre d'entreprises, de consultants qui sont sur le secteur et qui peuvent faire ça. Moi, à côté de ma recherche, de mes travaux de recherche, j'ai une entreprise qui justement est là
pour répondre à des entreprises de façon concrète sur comment est-ce qu'on fait pour calculer le capital immatériel. Et voilà, il suffit qu'ils viennent vers nous et on leur donne déjà d'abord un peu de formation théorique pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, et ensuite on fait dans la pratique des valorisations d'entreprise. Eh bien, un grand merci à toi, Pascal, pour ces réponses à toutes ces questions sur le capital immatériel, ce qui était très, très intéressant parce que je pense qu'on ne tient pas suffisamment compte de tout ce qui n'est pas comptable, bizarrement, et qui aurait quand même une sacrée valeur pour l'entreprise et puis pour les gens qui travaillent. Oui, alors pour finir sur une image, parce que je pense que c'est bien dans l'esprit des gens d'avoir une image, le capital immatériel, c'est un peu comme un iceberg, hein. Si tu vois un iceberg, il y a 10% au-dessus de l'eau et 90% en dessous. Eh bien, dans la valeur de l'entreprise, tu as le 10%, alors qui peut être peut-être 20%, hein, c'est pas vraiment, ça peut dépendre, mais tu as 10 ou 20% qui sont ce qu'il y a dans la comptabilité, et tu as 80% qui est en dessous et qui n'est pas dans la comptabilité. Et quand même, quand on fait le rapport entre 20% et 80%, on se dit qu'il vaudrait peut-être plus s'intéresser aux 80% qu'aux 20%. Moi, ce qui m'étonne dans ce que tu nous as expliqué, c'est pourquoi ça a été mis en place ou travaillé depuis si peu de temps, alors que ça me Ben, semble essentiel. on n'avait pas les GAFA il y a 20 ans. On ne savait pas qu'il pouvait y avoir des valeurs aussi écrasantes qui tout d'un coup surgissent de nulle part. Et comment est-ce que tu comprends qu'aujourd'hui, la valeur boursière de Volkswagen est moins importante que la valeur boursière de cette société américaine qui fait des voitures électriques, son nom va me revenir, alors qu'ils produisent 1000 fois moins de voitures ou 10 000 fois moins de voitures. Enfin, c'est incommensurable. Pourtant, la valeur financière de Tesla est supérieure à la valeur financière de Volkswagen. Et c'est uniquement du capital immatériel. D'accord. Euh, voilà, tu regardes, tu m'as posé la question tout à l'heure du Covid et de l'impact du Covid. Tu aurais pu me poser la question de savoir quel va être l'impact du Covid sur la valorisation des laboratoires pharmaceutiques. Ben voilà, eh ben, je vais te dire, ça va être très variable. Il y en a qui avaient une grosse valeur immatérielle, c'est la petite société qui était dans le sud de l'Allemagne et qui a inventé le premier vaccin qu'ils ont vendu ensuite à Pfizer. Et eux, du coup, tout d'un coup, une boîte où ils étaient quatre vaut des milliards. Et puis, tu as des entreprises, je pense à AstraZeneca, qui est en train de se prendre les pieds dans le tapis avec leurs produits, et dont la valeur boursière a été montée et va redescendre tout aussi vite. Et tout ça, c'est de l'immatériel. Est-ce que tu as un capital client? Est-ce que ce capital client est pérenne? Voilà, tout d'un coup, alors il faut savoir, parce que en France, nous, on a une tradition pour valoriser les entreprises qui est de faire ce qu'on appelle une valorisation patrimoniale. C'est-à-dire, on prend les actifs. Alors, dans le langage, dans le jargon, c'est les actifs nets corrigés. On prend les actifs et on dit, on enlève les dettes et on dit, ben, l'entreprise, elle vaut tant. Et puis, tu as la méthode anglo-saxonne qu'on appelle les DCF, les Discounted Cash Flow. Et les Discounted Cash Flow consistent à imaginer la totalité de ce que l'entreprise va pouvoir créer comme richesse jusqu'à la fin des temps et en mettre la valeur à l'origine de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on crée des bulles de spéculation et des chiffres incroyables. C'est que quand on dit que Tesla vaut des milliards alors qu'en fait, il ne gagne pas d'argent, on se dit, ils vont en gagner demain. Donc, on fait une projection sur des cash flows futurs. Dans la méthode patrimoniale, on dit, aujourd'hui, on a des immeubles qui sont comme ça, des machines qui sont comme ça, une rentabilité qui est celle-ci. Et donc, au fur et à mesure du temps, cette rentabilité, tout ça, ça va nous donner une valeur moyenne. C'est parce qu'on est dans un mode spéculatif. Alors,
le discounted cash flow, pour moi, c'est de la spéculation, absolument, alors que la méthode patrimoniale, qui est très en vogue en France et encore plus en Allemagne, est une méthode qui est basée beaucoup plus sur des faits. Et effectivement, je pense que si on calculait intelligemment le capital immatériel de l'entreprise, on se trouverait dans une situation intermédiaire. Eh ben, c'était passionnant, Pascal. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. C'était un plaisir. Tu peux recommencer quand tu veux. Eh bien, on travaillera sur un autre sujet la prochaine fois. OK. À bientôt, Pascal. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu posais la question de savoir ce qui m'avait poussé à m'intéresser au capital immatériel. Et donc, ça vient d'un moment où, en tant que consultant, je m'occupais d'entreprises défaillantes. Et j'ai toujours, ou pratiquement toujours, vu que dans les entreprises qui étaient donc à la veille en dépôt de bilan ou à la veille de la liquidation, il y avait dans l'entreprise des connaissances, des projets, des idées, des choses qui auraient pu permettre de faire redémarrer l'activité. Alors, à l'époque, je ne mettais pas du tout le mot capital immatériel là-dessus. Je me disais, c'est quand même dommage. Il y a des richesses dans cette entreprise. Il y a des gens qui connaissent un métier. On va perdre cette connaissance. C'est du gâchis. Et chaque fois que j'essayais de trouver une solution pour financer le redémarrage de ces entreprises, je tombais sur un mur parce que le système financier, les banques et autres, ne prêtent pas d'argent aux gens qui sont en faillite. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est qu'être en faillite? Ça veut dire avoir des fonds propres négatifs. Si on est capable de démontrer qu'on a un capital immatériel et qu'on peut mettre ce capital immatériel à l'actif de la société, ben on n'est plus en faillite. Et tu crois qu'une banque prêterait sur un capital immatériel? Alors, je pense que ça va être difficile parce que les banques ont des obligations qui font qu'elles sont obligées à être prudentes, mais à défaut des banques, on peut trouver des business angels, des fonds de placement qui ne sont pas forcément des banques. Donc, je dis effectivement, et même, alors ça peut être aussi un des aspects où le capital immatériel peut aider les entreprises qui souffriraient des conséquences économiques de la pandémie. La conséquence économique de la pandémie a fait que les trésoreries se sont écroulées, que la rentabilité a été négative pendant toute l'année dernière. Et donc, grosso modo, les entreprises ont consommé leurs fonds propres. Si on fait une étude du capital immatériel et qu'on rajoute ce capital immatériel dans les fonds propres, ben, ces mêmes entreprises vont pouvoir retourner voir leur banquier préféré en disant « j'ai une situation de haut de bilan qui est une situation positive et donc Oui, vous tout pouvez à me prêter fait. de l'argent ».